Bienvenue à Faire les Murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Anne-Catherine Ledeuf, cofondatrice avec Dominique Géry de l'agence Espacité, qui accompagne et conseille les acteurs du logement de leur démarche d'innovation sociale et territoriale. Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Nathalie Demélé, responsable du service Habitat de Rennes Métropole, qui nous fait le plaisir d'un échange avec nous à distance depuis Rennes. Rennes Métropole, un territoire souvent cité en exemple pour son volontarisme. Une métropole qui inspire, mais qui agace aussi parfois, avec des initiatives qui bousculent le secteur du logement et nous allons en parler. Avec elle, nous allons aborder l'actualité des métropoles sous l'angle de leur dynamique résidentielle. Nous allons décrypter un certain nombre d'enjeux qui émergent ou se renforcent dans ces territoires particuliers. L'articulation entre urgence climatique et impératif social des politiques locales de l'habitat. L'importance de la qualité d'usage des logements mis en lumière par la crise sanitaire. Les collaborations territoriales entre collectivités dans le secteur du logement. Autant de sujets d'actualité sur lesquels la métropole de Rennes a une expérience ou entend se positionner. Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Catherine. Nathalie, je le disais à l'instant, Rennes Métropole est regardée avec intérêt par les professionnels du secteur du logement, mais aussi, parfois, avec un certain scepticisme. Ce regard est, j'imagine, important pour vous puisque votre parcours professionnel est très lié à ce territoire. Vous y avez débuté et poursuivi pour l'instant toute votre carrière professionnelle. Alors, et ce sera ma première question, quand son parcours est à ce point lié à ce territoire particulier, comment perçoit-on ce regard extérieur, parfois sceptique, que l'on porte sur ce qui est fait ici? Merci Anne-Catherine de me rappeler que ça fait déjà plus de 25 ans que je travaille en tant que responsable du service Habitat de Rennes Métropole et figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis posé la question si ce manque de mobilité de ma part était de l'immobilisme. Et ma réponse fut rapide. Non, absolument pas. D'abord parce que, en 25 ans, j'ai eu l'impression, d'exercer, une multitude, de missions, voire de métiers, qui, effectivement, font que, en tous les cas, ma fiche de poste d'aujourd'hui, celle, d'hier et celle d'avant-hier ne sont plus du tout les mêmes. Parce que, il y a une tradition, dans ce territoire. C'est cette inscription, dans le temps long, qui est une véritable marque de fabrique. Et cette inscription dans le temps long, qui est une véritable marque de fabrique, a permis, d'avoir une approche, de la construction de la politique de l'habitat, de plus en plus, globale. On dit aujourd'hui, que c'est une politique de l'habitat, véritablement, systémique. Et effectivement, alors qu'est-ce que ça signifie une politique de l'habitat, systémique? Ça signifie que, de loger tout à chacun, quelle que soit son origine, son âge ou son niveau de ressources. Eh bien, si on veut atteindre cet objectif qui est de loger, et je rappelle notre objectif c'est bien de loger et pas de produire. Eh bien, si on veut atteindre cet objectif, qui est de loger, eh bien, il faut, véritablement travailler à l'articulation de l'ensemble des maillons, à la cohérence de l'ensemble des leviers. On a coutume de dire, nous, il faut vraiment, travailler de l'urbain à l'humain, de la question de la maîtrise, du développement, la maîtrise foncière, des orientations programmatiques, de la maîtrise du processus d'aménagement, mais aussi la maîtrise, bien entendu, de la question, des conditions d'équité d'accès, la question, de la production, du logement accessible et cetera et cetera. Donc cette approche globale, fait que, il me semble que 25 ans après, loin d'être dans l'immobilisme, au contraire, on est perpétuellement, dans le mouvement et je dis souvent à mon équipe, en prenant l'image de la pelote, que l'on déroule au fur et à mesure, sans jamais casser le fil, c'est ça qui est important, que l'important c'est, de conserver, certes au fil du temps, la cohérence, le sens, de l'action, hein. Quel est notre objectif, dans lequel on s'inscrit bien entendu, mais en faisant preuve d'une grande agilité à l'évolution des contextes et les contextes, hein, en 25 ans ont énormément, énormément évolué. Et donc voilà, je comprends bien, ce que disent certains d'ailleurs, à chaque fois qu'on présente, notre programme local de l'habitat, j'entends toujours, hein, «Ah oui, mais à Rennes, c'est pas pareil».
Bah oui, mais à Rennes, c'est pas pareil parce que, effectivement, c'est une histoire débutée au milieu des années 50 et c'est une histoire qui s'inscrit, dans le temps long et à partir de 77, il y a même eu une permanence politique au-delà même des élus et Anne Hervé, maire de Rennes, durant 30 ans et président de la métropole jusqu'en 2008, disait toujours: «Un territoire qui n'accueille pas est un territoire qui meurt». Et ben, c'est avec cette conviction que depuis, 25 ans, en tous les cas, j'essaye, de remplir ma mission au sein du service habitat de Rennes Métropole. Derrière cette expression que vous nous rappelez à l'instant, à Rennes Métropole, c'est pas pareil, il y a aussi parfois l'idée de considérer que ce serait plus facile qu'ailleurs parce que vous seriez plus attractive et donc vous disposeriez en cela de plus de latitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et si oui, comment fait-on dans le contexte actuel où il semblerait que les métropoles aient perdu en attractivité sous l'effet de la crise sanitaire? Alors déjà, moi, je m'inscris, Anne-Catherine, totalement en faux par rapport à l'idée que ça serait plus facile, du fait de l'attractivité, des territoires et du territoire de Rennes Métropole. Je dirais même que cette attractivité, complexifie, hein, la réponse à apporter. Il faut se rendre compte qu'en à peine 15 ans, Rennes Métropole, c'est 100 000 habitants de plus, avec un territoire qui initialement accueillait une population relativement homogène de classe intermédiaire, hein, parce qu'à Rennes, c'est effectivement ce qui caractérise la population. Et aujourd'hui, on a un accueil beaucoup plus diversifié et contrasté. J'en veux pour preuve que contrairement aux idées reçues, Rennes Métropole, c'est le territoire, qui accueille, les demandeurs HLM les plus pauvres de France. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait, de contexte de facilité en réalité. Ce qui existe, ce qui effectivement peut apparaître de la facilité pour certains, de l'extérieur, c'est probablement, le fait qu'effectivement, mais c'était l'objet de la première question, il y a une permanence de la volonté, qui s'inscrit, dans cette durée et peut-être c'est ça qui donne cette impression de facilité, mais absolument pas l'attractivité. Pour revenir à la question, de la perte d'attractivité des métropoles suite à la crise sanitaire, je pense pas du tout que ce soit une réalité, en tous les cas pas une réalité universelle. Alors peut-être que la situation est peut-être un peu différente pour le territoire, d'Île-de-France. Je me prononcerai pas, je connais pas suffisamment cette situation. Mais en tous les cas, si je regarde la situation rennaise, le marché de l'habitat n'a jamais été aussi tendu, tant en acquisition en neuf que dans l'ancien, qu'en location. Cette tension, elle concerne, l'ensemble des segments, hein, le marché libre, le marché, de l'accession intermédiaire, le locatif social. Alors il est vrai que Rennes Métropole, c'est une petite métropole, c'est 450 000 habitants, c'est 43 communes. Il n'y a pas véritablement de banlieue. C'est une métropole qui alterne, l'espace, urbain et les espaces naturels. Donc peut-être que cette spécificité de ville archipel, fait qu'elle ne se positionne pas tout à fait de la même manière, au regard des ménages. Néanmoins, je ne pense pas du tout à la perte de l'attractivité. Au contraire, je pense que ce qui se joue encore plus aujourd'hui avec, la période qu'on vient, de traverser, c'est la capacité qu'ont les métropoles à offrir, voire reconstruire, une accessibilité, aux ménages qui travaillent, dans les activités dites essentielles, comme on dit aujourd'hui. Parce que ce que cette crise sanitaire met quand même en exergue, c'est bien, l'exclusion en dehors des cœurs de métropole des ménages intermédiaires. Et puis ce que met aussi en évidence, cette crise sanitaire, c'est l'iniquité des conditions d'habitat, notamment pour les ménages les plus modestes, hein, qui ont subi de plein fouet, la perte de la qualité d'usage des logements. On a bien vu, hein, au fur et à mesure de l'augmentation des prix du marché, des coûts de construction, et bien petit à petit, on a eu une perte, de la qualité d'usage. Donc je ne crois pas du tout dans cette perte d'attractivité, même s'il y a bien un mouvement, de télétravailleurs qui se projettent dans un autre, mode de vie. Mais ça me paraît tellement marginal, hein, par rapport à l'augmentation démographique dont doivent faire face les métropoles. Donc pour nous, la vraie question, c'est pas tant la perte d'attractivité, il me semble,
que la question qui se pose aujourd'hui à nous, qui est comment on va pouvoir répondre à ce que je qualifie de quadrature du cercle entre une production de logements dont les coûts de construction ne cessent d'augmenter. On a pris plus de 20%, plus de 30% ces derniers mois et ces dernières années. La transition écologique qui s'impose et qui s'impose d'autant plus aujourd'hui. L'objectif de zéro artificialisation nette des terres, ça veut dire plus de capacité à construire en extension urbaine. Et puis, la question de la non-acceptabilité de la densité jugée trop forte par les habitants des métropoles. Donc, comment va-t-on adapter nos PLH? Nous, c'est la question qu'on se pose pour les 6 prochaines années, puisqu'on est en pleine révision de notre programme local de l'habitat. Comment répondre à ces injonctions un peu contradictoires? Comment on va construire ce nouveau point d'équilibre dans un contexte de tension financière qui est quand même extrêmement complexe aujourd'hui pour les collectivités. Pour permettre l'équité que vous mentionnez, Rennes Métropole a assumé une approche assez administrée de la question résidentielle et de l'accès au logement au nom du droit au logement dont elle a fait son fer de lance. Comment, dans un territoire comme celui-là, appréhende-t-on aujourd'hui la revendication d'une prise en compte plus qualitative des besoins en logement, je dirais vus par le citoyen, avec des aspirations qui ne sont pas nouvelles, mais auxquelles on serait prêt, à la lumière de la crise sanitaire et du confinement, à accorder davantage de crédit. La qualité d'usage des logements, le rapport à la nature, à la lumière, à l'extérieur, plus de personnalisation. Comment vous appropriez-vous, Nathalie, en tant que responsable du service Habitat de Rennes Métropole, ces prescriptions, voire ces revendications? Oui, alors vous revenez à mon questionnement sur la quadrature du cercle, parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est comment on construit un point d'équilibre entre l'exigence de l'accueil. En tous les cas, sur notre territoire, l'accueil, on le pose comme une exigence. La question bien entendu des coûts de production, la question de la solvabilité des ménages et puis l'usage des logements. C'est des questions extrêmement complexes qui font appel à la notion d'arbitrage. Et c'est vrai que ces 20 dernières années, en tous les cas depuis que je travaille, donc depuis 25 ans, vous m'avez rappelé que ça fait 25 ans que je suis responsable du service Habitat de Rennes Métropole, on a quand même enregistré une production de plus en plus standardisée, non pas parce qu'elle s'est fabriquée par des process industriels, loin de là, mais quand même de plus en plus standardisée, qui répond essentiellement au compte à rebours du promoteur immobilier et aux contraintes urbaines qui sont plus ou moins gouvernées du reste en fonction des territoires. Donc je pense que ce compte à rebours qui lui-même dépend des conditions de marché a confisqué un peu la notion d'arbitrage exclusivement à sa propre logique. Je m'explique. Les arbitrages qui ont été faits, la question, c'était vraiment la question de produire quantitativement du logement. Et on a bien vu que ces dernières années, des arbitrages ont été faits petit à petit, parfois à peine perceptibles, entre d'une part les orientations politiques, souvent exprimées dans le cadre du PLU, les conditions de captation du foncier et l'équilibre du bilan immobilier. Et en définitive, l'habitant a été très très peu acteur de cet arbitrage. Si ce n'est bien entendu par sa capacité financière de choisir ou pas son logement. Donc, la question que nous pose cette crise sanitaire et notamment les habitants à travers cette crise sanitaire, c'est comment produire demain avec eux, comment les associer aux arbitrages, comment les rendre acteurs de leurs choix. Alors à Rennes, on a essayé de développer ce qu'on appelle l'habitat concertatif sous le mandat précédent. Alors c'est un mot qui nous est propre, c'était pour pas dire participatif. Et en quoi consiste l'habitat concertatif? C'est un processus de fabrication des projets immobiliers
qui associe, dès, le permis de construire, les futurs acquéreurs au compte à rebours de l'arbitrage. Mais en définitive, ce qu'on a remarqué et c'est qu'il y a peu de projets, hein, qui ont vu le jour, sur ce process. Et alors pourquoi peu de projets? Bah, voilà, parce que, ce que je disais, il fallait produire, les coûts de construction ont augmenté, le compte à rebours, promoteur a primé et puis autre chose a été effectivement extrêmement important dans cet arbitrage, c'est la question de la captation, du foncier. L'habitat concertatif, c'est une nuance de langage que vous utilisez par rapport à l'habitat participatif. Alors, si on lit ça à l'enjeu de justice sociale que vous pointiez tout à l'heure, est-ce que derrière ce concept d'habitat concertatif à Rennes, il n'y a pas l'enjeu là aussi de permettre à des ménages moins favorisés, qui n'ont pas les mêmes ressources culturelles, professionnelles ou même financières que celles des groupes constitués autour de l'habitat participatif, donc de leur permettre d'accéder aux mêmes capacités d'expression de leur choix résidentiel que ce que l'on peut voir dans l'habitat participatif traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi pour vous un enjeu d'équité? Vous avez exactement, touché, le problème du doigt, mais on voit bien qu'il y a quand même, cette exigence, de plus en plus forte d'aller vers cet habitat participatif et on est très attentif, comme vous le savez, à la question de l'égalité et cette question, de l'égalité, en tous les cas, on n'arrive pas à percevoir en quoi l'habitat participatif contribuerait à la mise en œuvre, de cet objectif d'égalité puisque la plupart du temps, l'habitat participatif, en tous les cas tel qu'elle est conçue, ici localement, s'exprime, par des groupes d'habitants qui se constituent et qui font, appel, la plupart du temps, à la puissance publique, à la collectivité pour obtenir un foncier dans une opération d'aménagement public et viennent, la plupart du temps, solliciter en plus, de l'attribution préférentielle de ce foncier, l'intervention de la puissance publique, financière notamment, en matière de réduction de charges foncières par exemple, pour effectivement, arbitrer entre coûts de construction et usage, des logements qu'ils souhaitent, produire. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut, travailler à plus globalement à la mise en œuvre d'un process, plus généralisé qu'on appelle habitat concertatif et qui s'offre à tous les acquéreurs de logements, et pas exclusivement à des acquéreurs, donc constitués en groupe d'habitat participatif. Vous évoquez là la nécessité de concevoir autrement les logements, mais aussi de revoir l'économie des opérations immobilières, avec la logique du compte à rebours promoteur qui a un certain nombre de limites et un effet pervers sur les marchés fonciers. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qu'il faut revoir la manière de calibrer cette économie des opérations en s'attachant, et là je fais écho aussi à cette question de l'habitat concertatif, donc en s'attachant davantage à la valeur d'usage des logements? Est-ce que dans cette perspective, l'expérimentation que vous menez avec le loyer unique, ce n'est pas une première illustration de cet attachement économique à la valeur d'usage des logements ou aux capacités financières des ménages que l'on vise, avec, dans le cas du loyer unique, un loyer qui est calibré en fonction de la réalité, de la capacité d'accueil qu'on lui attribue? Oui, alors, effectivement, la question, de travailler, sur le coût du logement est une question essentielle, dans nos politiques de l'habitat. Ça paraît, effectivement, un point central et la manière dont est fabriqué, ce coût du logement, la manière dont on le pense, hein, avec, son effectivement, son effet pervers, du compte à rebours promoteur immobilier qui dépend lui-même, de la capacité, certes d'investissement des ménages, mais qui dépendent capacité d'investissement qui dépend elle-même, de la question, des prêts immobiliers.
Tout ça fait que, effectivement, comme on l'a dit et largement développé, ce compte à rebours est peu favorable, en définitive, à une fabrique du logement qui soit plus conforme, en tous les cas, avec les attentes, des habitants. Et notamment parce que cette fabrique du logement, elle se fait, ça m'a toujours interpellée, elle se fait toujours sur une référence de prix au mètre carré. Donc pour le coup, ce prix au mètre carré, avec cette approche-là, bah, de manière, encore une fois, à peine perceptible, au fur et à mesure, mine de rien, petit à petit, collectivement, pour, rendre le logement, soutenable financièrement, eh bien, on renie un certain nombre de mètres carrés, et on renie du coup, un certain nombre d'usages dans le logement. Donc je pense qu'effectivement, il faut repenser le logement, tout simplement, hein, comme les ménages, le vivent, hein. C'est un prix à la bête, le logement, hein. Vous achetez pas un mètre carré, hein, quand vous vous projetez dans une acquisition, vous vous dites pas, «Je vais mettre 6 000 € du mètre carré» ou «Je vais mettre 5 000 € du mètre carré». Vous dites, «Je vais acheter un logement de 200 000 €, 250 000 €, 350 000 €». Donc je pense qu'il faut refaire nos référentiels. En tous les cas, sur Rennes Métropole, on va essayer de s'y attacher, refaire nos référentiels, raisonner plutôt en prix à la bête, en partant du compte à rebours ménage et pas du compte à rebours promoteur immobilier, afin de remonter cette chaîne du compte à rebours, mais dans l'autre sens. Et notamment, de poser clairement la question de l'arbitrage qui me semble le plus essentiel, moi, qui est de l'arbitrage entre, le coût, de construction et le coût de captation du foncier. Parce que la problématique, elle est bien là. Alors le loyer unique, c'est pas exactement la même chose. Là, il s'agit, d'un même loyer, quelle que soit la localisation, le financement, le bailleur, qu'il soit office ou qu'il soit effectivement, ESH. On a un même loyer pour une catégorie de logement. Donc moi, je dis pas que dans la promotion immobilière, demain, il faut administrer la totalité des prix, quoique on le fait bien sur l'accession sociale en ce qui nous concerne. Donc et sur l'accession abordable, on pourrait imaginer que dans un monde, à venir, on aborde cette question-là, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, dans le logement social, effectivement, on observait, des grandes différences de loyer, entre les logements, entre les quartiers, entre les bailleurs, alors même que Rennes Métropole finance de la même manière, le logement social et finance de la même manière les bailleurs. Et donc cette différence de loyer extrêmement forte conduisait à une ségrégation, hein, de l'accueil, essentiellement basée sur une ségrégation économique. Donc on a décidé effectivement de mettre en place un loyer de service public du logement social. Et donc comment on a fait? On a, effectivement, reclassé, l'ensemble du parc par catégorie, je dirais par capacité d'accueil, les logements qui pouvaient plutôt destinés à accueillir une personne, les logements plutôt destinés à accueillir 2 personnes, et cetera. Donc on a reclassé l'ensemble du parc, les 40 000 logements sociaux qui sont concernés, par, ce loyer unique, donc en fonction de leur taille. Et chaque logement reclassé dans une classe donnée, eh bien, se voit attribuer le même loyer. Pour nous, c'est une expérimentation, extrêmement positive qui montre, qu'effectivement, qui démontre que le raisonnement au mètre carré est un raisonnement extrêmement, pervers et qui conduit, la plupart du temps, à créer, des situations, d'exclusion, des situations de ségrégation. Alors dans le parc social, ça paraît évident, mais je pense que demain, si on abandonnait cette notion de mètre carré aussi pour la promotion immobilière, aussi pour l'accession à la propriété, eh bien on aurait, un montage d'opérations, plus, vertueux et en tous les cas, qui permettrait probablement de redonner du choix à l'habitant. Dans les autres réflexions qui émergent de la crise sanitaire et qu'on peut relier au premier sujet de notre échange, celui de l'interdépendance entre les territoires, il y a celle de repenser les métropoles dans des systèmes territoriaux plus larges. C'est une vision que partagent un certain nombre de chercheurs, mais aussi des élus locaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de repenser les équilibres entre les métropoles et les espaces qui les entourent,
avec des collaborations plus horizontales et des principes de réciprocité. Autrement dit, une interdépendance plus équilibrée entre métropole et territoires environnants. Vous avez raison, la question des coopérations territoriales se pose déjà sous 2 angles. D'une part, la question sous l'angle de la spécialisation d'accueil des territoires. Je le disais tout à l'heure, hein, pourquoi les actifs qui travaillent en ville sont nécessairement obligés de se loger à l'extérieur et pourquoi les plus pauvres sont nécessairement obligés de se loger dans les métropoles. Il y a peut-être des spécialisations, en tous les cas, qui sont à redéfinir, à travailler, à essayer de rééquilibrer. Et puis d'autre part, réduire l'hyperconcentration qu'engendrent les dispositifs de soutien à la production de logements. Et là, je vais vous citer l'exemple de l'investissement locatif et de la défiscalisation, hein, ce qu'on appelle le Pinel. En 2019, sous un peu l'impulsion de la région Bretagne, mais aussi avec le club décentralisation et habitat, on a obtenu d'expérimenter ce qu'on appelle le Pinel breton. Alors, c'est quoi le Pinel breton? Ça consiste à déclasser des secteurs d'éligibilité Pinel sur Rennes et à le redéployer sur d'autres territoires, notamment sur Brest, Lorient, Vannes, partout où le besoin s'en faisait sentir. Et on a vu dès 2020 un rééquilibrage de cette production liée à l'investissement locatif et d'une petite diminution sur certaines, alors c'est très relatif et beaucoup d'humilité, hein. C'est moins la diminution d'ailleurs de la pression sur la métropole de Rennes que de la capacité qu'ont eu les autres territoires à réaliser des opérations. Mais dans la durée, je pense que ça permettrait de diminuer un petit peu la pression sur la métropole et ça viendrait répondre aussi à tout ce qu'on entend du fait de cette crise sanitaire, de cette question de rééquilibrage de l'accueil. Dans cette expérimentation du Pinel breton, pour les communes qui ont pu bénéficier de la redistribution d'aides venant de Rennes ou de Saint-Malo, ça a été évidemment l'opportunité de développer des programmes là où il pouvait y avoir des besoins que l'État n'était pas en capacité d'identifier ou de satisfaire avec le zonage en place au niveau national. Pour une métropole comme Rennes, ça a pu permettre de détendre la pression de la défiscalisation sur les marchés immobiliers et fonciers. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un autre intérêt au travers du travail sur ce zonage qui a été un peu plus aux mains des collectivités, celui de pouvoir mettre en place une négociation plus étroite avec les promoteurs immobiliers qui portent ces programmes et de maîtriser davantage les caractéristiques de ces opérations. Est-ce que cela a permis, d'après vous, de s'approcher de ce qui aurait été permis par une délégation de cette compétence de l'État aux collectivités locales, ce qui n'est pas le cas exactement de cette expérimentation, avec ce qui aurait pu être une logique d'agrément des opérations? Est-ce que la maîtrise du zonage a permis d'aller jusque-là dans la négociation avec les promoteurs sur les qualités en tant que telles de ces opérations? Alors ça pourrait aller jusque-là, si effectivement l'État nous en donnait les moyens. Mmh. Ça fait depuis des années que nous réclamons que dans le cadre de ce qu'on appelle les conventions de délégation des aides à la pierre, les conventions de délégation des aides à la pierre, c'est effectivement la délégation de l'État au territoire doté d'un PLH de l'exercice de programmation du logement social, de son financement, de l'accession sociale à la propriété et des aides au parc privé, mais n'est pas intégrée à cette délégation des aides à la pierre la question de l'investissement locatif et de la défiscalisation. Et donc, tant que ça ne sera pas intégré, tant que la question de la défiscalisation sera une défiscalisation de guichet et pas une défiscalisation au service d'une politique, eh bien, je pense que les politiques locales de l'habitat continueront à galoper derrière le marché et derrière les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, notamment de montée des prix. Donc c'est vraiment un point très essentiel sur lequel il faut batailler pour qu'on passe d'une logique de guichet à une logique d'agrément et que cette logique d'agrément soit gérée dans le cadre des délégations des aides à la pierre au service de la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, de manière, comme vous le dites justement, à avoir la capacité de négocier
avec les promoteurs sur la qualité, sur l'usage, sur la question même des loyers. Quand on parle d'encadrement des loyers, eh bien effectivement, certes, on a une référence, hein, qu'on appelle la référence, du loyer Pinel, mais néanmoins, on serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus fort si effectivement on pouvait, négocier le loyer en contrepartie, de la délivrance d'un agrément. Donc tout ça, c'est quelque chose, effectivement qui me paraît essentiel et plutôt, que de priver, parce que c'est ce qui s'est passé avec le Pinel, plutôt que de priver des territoires de la capacité à faire pour effectivement, réduire le robinet du guichet, eh bien travaillons autrement, faisons confiance aux territoires, dotons-les d'agréments. Ce dialogue entre l'État et les collectivités locales qu'illustre cette expérience du Pinel breton, qui est une expérimentation, il est animé, donc ce dialogue entre l'État et les collectivités locales est animé de manière particulière en Bretagne, avec un cadre assez original, celui du club Habitat et Décentralisation Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela fonctionne et nous dire, pour en tirer des enseignements un peu de portée plus générale, jusqu'où cette expérience nous montre, ou pas, que le dialogue entre collectivités peut fonctionner sans le rôle de tiers négociateur de l'État? Alors oui, c'est une spécificité bretonne qui souvent, nous est enviée, parfois, regardée un peu bizarrement. Donc, effectivement, en 2005, avec la mise en œuvre, des conventions de délégation, hein, puisque les conventions de délégation des aides à la pierre, sont apparues en 2005. À l'époque, j'avais un vice-président délégué à l'habitat qui s'appelait Guy Potin et Guy Potin, qui, effectivement était très, très attaché, à la question, de l'articulation, entre territoires, avait proposé, la mise en place de ce club décentralisation et habitat dont l'objectif, pour les territoires, bretons délégataires des aides à la pierre et des bailleurs, puisqu'on a aussi les bailleurs qui sont membres de ce club, dont l'objectif est de co-construire, ensemble, les propositions de répartition, des crédits délégués par l'État à l'échelle régionale et pour éviter ce face-à-face un peu, ce face-à-face entre les délégataires et l'État et surtout pour éviter que les territoires et les délégataires rentrent en concurrence. Guy Potin avait eu, l'idée géniale de la mise en place de ce club décentralisation habitat en partant de la conviction qu'effectivement la force du territoire et la force des coopérations territoriales, c'était de pouvoir, effectivement faire ces arbitrages en amont, se mettre d'accord, s'articuler en amont plutôt, que de se retrouver, dans des comités régionaux, de l'habitat à essayer, de se concurrencer, pour obtenir le maximum de crédits. Et on n'a pas besoin d'un État, qui vienne, acter ou, trancher, dans le vif en fonction effectivement, du poids respectif de chacun des territoires. Merci Nathalie. Nous arrivons au terme de notre conversation. Alors j'en arrive à notre question traditionnelle. On l'a vu, vous êtes une professionnelle très engagée avec beaucoup de transformations déjà à votre actif. Alors si vous deviez faire le mur pour une nouvelle cause, quelle serait cette nouvelle cause? Je crois que je vais vous faire sourire, Anne-Catherine, et pas vraiment vous surprendre, mais si je devais faire le mur pour une cause, professionnelle, puisque le reste, bien entendu, j'ai bien d'autres raisons de faire le mur, mais, ce n'est pas l'objet de ce podcast. Ça serait probablement pour faire du foncier un bien commun, non cessible. Au-delà même, de la création des organismes de foncier solidaire. Parce qu'il me semble que le seul moyen, qu'on a véritablement de combattre, cette question, de la spéculation, de la financiarisation des villes, eh bien, c'est de faire en sorte que le foncier arrête d'être un objet, de spéculation et tout à l'heure, vous parliez de l'attractivité des territoires et il est communément admis
que la spéculation foncière, c'est une qualité intrinsèque à tout territoire attractif. Et je pense que c'est cette idée-là et ce processus-là qu'il faut combattre. Donc il faudrait faire du foncier un bien commun, non cessible, comme l'air, le soleil, il n'y a pas de raison. Et ne céder que l'usage de ce foncier-là et bien au-delà des dispositifs liés aux OFS, qui ne privent en définitive que les ménages soumis au plafond de ressources à l'accession sociale, de cette capacité à devenir propriétaire en pleine propriété. Donc, je pense que si on veut s'inscrire véritablement dans l'égalité, eh bien, il faut que cette question de la pleine propriété soit reposée pour tous dans le cadre effectivement de ce débat. Merci Nathalie, votre dernière réflexion pourrait sans doute faire l'objet d'un autre épisode. Je rappelle que vous êtes responsable du service Habitat de Rennes Métropole. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite également à écouter Ludovic Albert dans le 3e épisode de notre série, avec des propos qui font écho à plusieurs réflexions de Nathalie Demélay sur les mécanismes de la production urbaine ou encore les problématiques de rente foncière. Merci et à bientôt.